Bon, alors merci de m'avoir invité à faire cette présentation sur l'extraction du sodium en dialyse péritonéale, qui est un domaine que je connais bien. Alors, pour illustrer cette présentation, j'ai choisi de présenter une observation clinique. Il y a un vrai malade, qui est un patient que certaines connaissent, qui est un patient âgé de 40 ans, qui est traité par hémodialyse depuis 10 ans après l'échec d'une première greffe rénale. Et ce patient donc refuse la deuxième transplantation rénale et il souhaite pour sa qualité de vie être traité par dialyse péritonéale. Donc là, il est traité par hémodialyse, il est anurique et il a une hypertension artérielle qui est mal contrôlée. Alors qu'est-ce qu'on va dire à ce patient? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il peut être traité par la dialyse péritonéale malgré son passé d'hémodialyse et le fait qu'il soit anurique? Je crois qu'on peut lui dire oui, mais qu'il va y avoir certaines contraintes parce que la prescription, elle devra être optimisée. Alors, l'objectif principal d'une prescription en dialyse, vous le savez tous, c'est de fournir une dose d'épuration qui va agir sur des paramètres nutritionnels, sur des toxines urémiques et sur la volémie. Et l'objectif final, c'est finalement de réduire la mortalité cardiovasculaire de nos patients, qui est quand même extrêmement importante. Donc, M. M, il peut être traité par la dialyse péritonéale, mais il est anurique. Donc, finalement, le volume de dialysa qu'on devra lui apporter va être relativement important. Et là, l'intérêt de la dialyse péritonéale dans son cas, c'est que ça permet d'augmenter le volume de dialysa administré, puisqu'on peut multiplier les cycles durant la phase nocturne du traitement. Mais il faut aussi optimiser l'extraction hydrosodée, puisqu'on sait que ce patient est anurique et que la seule façon d'extraire de l'eau et du sodium de son organisme, ça va être la méthode d'épuration extra-rénale. Alors pourquoi il faut optimiser cette extraction hydrosodée? Alors il y a une grande étude, qui est l'étude de Hattes, qui a montré qu'il y avait une relation entre l'extraction de sodium et le risque de mortalité, ce qui veut dire que pour chaque 10 millimoles de sodium qu'on va extraire, on va réduire la mortalité à 2 ans de 10%. Donc ça a un impact majeur. Puis il y a une autre étude qui est l'étude observationnelle IPOS qui a montré que chez des patients qui sont anuriques et qui sont traités par la dialyse péritonéale, lorsque l'ultrafiltration est inférieure à 750 ml par jour, eh bien la survie est inférieure à celle qu'on peut observer chez les autres patients. Et puis on sait tous que la perte d'ultrafiltration en dialyse péritonéale, c'est une cause fréquente d'échec de la méthode. Toutes ces différentes études ont montré que la perte du F, c'est une cause très fréquente de sortie de la dialyse péritonéale. Alors comment on fait de l'extraction hydrosodée en dialyse péritonéale? Finalement, c'est assez proche de ce qui est fait en hémodialyse. On va avoir un transfert convectif, c'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration, un transfert diffusif, l'extraction sodée, mais la petite particularité, c'est que ici, ça se fait à travers une membrane qui va être vivante et qui va être personnalisée, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas, en dehors des jumeaux, 2 individus qui soient strictement similaires. Alors l'ultrafiltration, elle dépend d'un gradient de pression et elle va entraîner le passage d'eau et de sodium à travers la membrane péritonéale, alors que la diffusion, elle dépend d'un gradient de concentration de sodium de part et d'autre de la membrane, et la diffusion va entraîner le passage de sodium à travers la membrane et il n'y aura pas de passage d'eau. Alors le transfert convectif du sodium, donc l'ultrafiltration, ça dépend essentiellement d'un gradient de pression, et la particularité de la dialyse péritonéale, c'est que ça va être un gradient de pression dit osmotique. On va utiliser 2 grands types d'agents osmotiques pour générer une pression. Vous le savez, les agents cristalloïdes, comme le glucose, qui présente l'inconvénient d'être réabsorbé par la membrane péritonéale, et puis les agents colloïdes, comme l'icodextrine, qui, elle, n'est pas réabsorbée par la membrane abdominale. Alors le petit problème, c'est qu'en dialyse péritonéale, l'ultrafiltration et la diffusion, qui correspond finalement à l'épuration des toxines, ça évolue en sens inverse. Puisque si vous regardez cette courbe, vous voyez très bien qu'au fur et à mesure que la solution de dialyse se sature en urée et en créatinine, ce qui est une bonne chose, eh bien, elle va
perdre son pouvoir osmotique progressivement puisque le glucose va être réabsorbé. Donc il faut trouver un compromis entre diffusion et ultrafiltration. Et ça explique pourquoi les patients qui ont une augmentation de la perméabilité péritonéale vont avoir une diminution rapide du gradient osmotique, ce qui va entraîner une diminution de l'extraction sodée, ce qui, comme vous l'a dit Eric précédemment, va entraîner une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette diminution du gradient osmotique ? On peut essayer de réduire le temps de contact pour diminuer la réabsorption de l'agent osmotique. Et donc, on peut utiliser cette dialyse péritonéale automatisée qui va nous permettre de réduire le temps de stase du dialysat dans la cavité abdominale. Mais en même temps, si on diminue le temps de stase, eh bien, on va obligatoirement réduire le transfert diffusif du sodium, donc finalement réduire l'extraction sodée. Et d'autre part, quand on expose une membrane péritonéale à des solutions riches en glucose, on va solliciter des aquaporines endothéliales qui sont des sortes de canaux à eau. Et ces canaux à eau vont entraîner le passage d'eau libre, sans sodium, dans la cavité péritonéale, ce qui fait que si on réduit le temps de contact, on va peut-être obtenir une ultrafiltration plus importante, mais en même temps une extraction de sodium qui sera plus faible. Donc c'est un petit peu un paradoxe. Et notre ami Philippe Freda de Cherbourg avait bien montré dans une étude en 1993, vous voyez, ça ne date pas d'hier, que finalement l'extraction de sodium est plus importante en DPCA, qui est la méthode manuelle, comparativement aux méthodes automatisées, même si on obtient une ultrafiltration plus importante. Donc cette fameuse dialyse péritonéale automatisée, elle permet une diminution du temps de contact, certes, donc une augmentation du gradient osmotique, donc une augmentation du volume d'ultrafiltrat, mais d'un autre côté, on a une diminution du temps de diffusion, qui est le temps nécessaire aux échanges, et donc finalement on a une diminution de l'extraction de sodium. Le transfert diffusif du sodium, lui, il dépend essentiellement du gradient de concentration du sodium de part et d'autre de la membrane péritonéale. Ce qu'on sait, c'est que la concentration du sodium dans les solutions de dialyse est de 132 mmol par litre, que la concentration du sodium dans le plasma est de 140 mmol par litre, ce qui fait finalement un gradient de 8 mmol par litre. Donc on comprend très bien que l'extraction sodée par litre est quand même très faible, parce que 8 mmol de sodium, ça fait même pas 1 gramme. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Diminuer la concentration en sodium du dialysat pour essayer d'augmenter le gradient. Mais ces solutions de dialyse bas sodium, elles ne sont pas encore disponibles, et on sait qu'il y a des investigations qui sont en cours depuis plusieurs années. L'autre solution, ça pourrait être d'essayer de combiner un transfert diffusif et un transfert convectif dans une seule et même solution de dialyse. Et ça a été l'idée géniale de notre collègue et ami Philippe Freda de Cherbourg. Mais ça nécessite la préparation extemporanée d'un dialysat. Donc Philippe Freda a pensé créer un nouveau dialysat qu'il a appelé dialysat bimodal, composé de 2,6% de glucose, 6,8% d'icodextrine et contenant 121 millimoles de sodium. Donc on va avoir une pression cristalloïde, une pression colloïde et un gradient diffusif qui va être plus important. Pour ça, il faut fabriquer un dialysat, donc il faut injecter 200 ml de G30 dans 2 litres d'icodextrine. Et on va utiliser ce dialysat reconstitué durant la phase diurne du traitement en dialyse péritonéale automatisée. Alors les premiers résultats ont été publiés dans cette revue en 2009 et ils ont clairement montré que comparativement à l'icodextrine, la solution bimodale, elle permettait d'augmenter de 5 fois l'extraction de sodium, donc un apport majeur. Alors il y a un de nos collègues espagnols, lui, qui a eu une autre idée. Il s'est dit on va fabriquer un nouveau dialysat, mais qui soit pauvre en glucose. Parce que le problème du dialysat de Philippe Freda, c'était qu'il était relativement riche en glucose. Donc en mélangeant du glucose à 0,8, l'icodextrine à 0,6 et des acides aminés à 0,1%. Donc on va avoir une pression cristalloïde générée par le glucose et les acides aminés et une pression colloïde générée par l'icodextrine en ayant un dialysat qui soit pauvre en glucose. Donc on peut tout à fait faire ça en mélangeant, grâce à un cycleur, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt,
l'ensemble de ces solutions de dialyse et en fait, on va reconstituer une sorte de dialysa telle que nous l'a proposé notre collègue espagnol. Alors, les données de son étude, qui ont été publiées récemment, montrent en fait, on augmente un petit peu l'ultrafiltration, mais on n'augmente pas beaucoup l'extraction de sodium. Et oui, on réduit l'absorption de glucose. Donc, c'est des résultats qui sont finalement un petit peu mitigés comparativement à ce qu'a fait Philippe Freda. Donc, ce patient, il est traité depuis 5 ans par la DPA par ultrafiltration bimonale, ça va bien. Il a une ultrafiltration de 1 litre par jour. Il n'a pas de rétention hydrosodée, il a une pression artérielle normale, mais ça lui fait quand même beaucoup de manipulations à faire à domicile. Et donc, on a évoqué avec lui la possibilité d'une hémodialyse à domicile, avec des petits dispositifs que vous avez pu voir dans le hall d'exposition, j'imagine. Donc, on lui a créé une fistule artério-veineuse en lui disant, le jour où vous en avez marre de faire tout ça à la maison, eh bien, vous avez la possibilité de passer en hémodialyse à domicile. Mais est-ce qu'on aurait pu faire autre chose pour ce patient ? Alors, on peut essayer d'optimiser l'ultrafiltration en DPA d'une autre façon. Bien sûr, il faudra utiliser des solutions hypertoniques, il faudra réduire le temps de stase et il faudra aussi essayer de limiter le volume intrapéritonéal. Alors, l'idée, c'est de faire une dialyse péritonéale automatisée adaptée où on va combiner, pendant la phase nocturne du traitement, des cycles courts avec un volume intrapéritonéal réduit pour faire de la place pour l'ultrafiltration, finalement, et un dialysa hypertonique. Et de l'autre côté, des cycles longs qui vont permettre d'optimiser l'épuration avec un volume intrapéritonéal qui sera beaucoup plus important. Alors voilà ce concept de DPA adapté où on fait précéder les cycles longs de 2 cycles courts à petit volume, nous permettant de générer une ultrafiltration, alors que pendant les cycles longs, on va avoir l'épuration des toxines urémiques, mais aussi de ce fameux sodium diffusif. Alors là aussi, une étude a été réalisée. Les premiers résultats ont été publiés en 2011, si ma mémoire est bonne. Les patients étaient traités soit par une DPA classique, soit par une DPA conventionnelle, et on comparait les résultats à la fin. Et on voit que la DPA adaptée permettait d'améliorer l'extraction de sodium, d'améliorer l'ultrafiltration, tout en réduisant l'absorption glucidique. Donc ça a l'air efficace. En même temps, si vous regardez l'extraction de sodium, elle est augmentée, mais elle n'est quand même pas démultipliée, comme on avait pu l'observer avec le dialysa qu'avait reconstitué Philippe Freda. Puis l'autre idée, et ça c'est un petit peu notre idée à Caen, c'est de se dire pourquoi ne pas essayer de produire du dialysa bas sodium endogène. Comment faire ? Eh bien, si on fait précéder tous les cycles longs d'un petit cycle ultra court, hypertonique. Qu'est-ce qui va se passer ? On va provoquer un transfert d'eau à travers ces fameuses aquaporines, ces fameux canaux à eau. Donc il va y avoir un afflux d'eau dans la cavité abdominale. Cette eau, elle va aller diluer le dialysa qu'on va injecter dans un second temps. Donc cette eau qui va transiter à travers les aquaporines, elle va aller diluer le dialysa et finalement, on va obtenir un dialysa bas sodium endogène, sans avoir besoin de l'industrie pour le produire. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce concept ? Ça marche ou ça ne marche pas ? Alors, donc, j'ai repris, évidemment, on n'a pas de grandes études pour vous démontrer ça, j'ai repris une vraie malade, que certaines connaissent, qui a 25 ans, qui était en dialyse péritonéale depuis 2 ans, traitée par la DPA adaptée, donc elle avait déjà ce schéma optimisé. Elle est devenue anurique en dialyse péritonéale au bout de quelques mois, et quand on lui a calculé son extraction sodée, eh bien on a vu qu'elle était quand même relativement faible, puisque ça correspondait à 37 millimoles de sodium par jour, ce qui, bien évidemment, correspond à peu près à 2 grammes de sel par jour, quoi. Donc ça fait quand même pas grand-chose. Et de ce fait-là, elle avait une hypertension artérielle très mal contrôlée, alors qu'elle était traitée en trithérapie. Donc voilà son programme. Il doit rester le nom de la patiente, donc ne regardez pas le nom de la patiente. Son programme classique de DPA adapté, on avait fait précéder les cycles longs de 2 petits cycles courts pour produire de l'UF, et en se disant dans les cycles suivants, eh bien on va épurer et on va extraire du sodium. Et vous voyez que ça marche sans marcher vraiment bien, puisqu'elle est
hypertendue et qu'elle a, bien qu'elle ait une ultrafiltration qui soit proche de 1 litre, elle a une extraction de sodium qui n'est pas tout à fait correcte, ce qui correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le phénomène de transfert diffusif du sodium qui est insuffisant. Donc là, on lui a modifié complètement son programme. On a introduit avant chaque cycle long un petit cycle ultra court d'environ 30 minutes à faible volume, l'objectif étant exclusivement de provoquer un transfert d'eau libre, d'eau pure, dans la cavité abdominale pour diluer le dialysat qui allait être injecté par la suite et donc obtenir un dialysat bas sodium endogène. Donc voilà son vrai programme qui vous montre que finalement on a exactement le même volume d'ultrafiltration. Donc on a les mêmes volumes de dialysat administrés, on obtient le même volume d'ultrafiltration. Qu'en est-il de l'évolution clinique de cette malade ? Bien, il n'y a pas, là vous avez à gauche la période avant la modification et à droite la période après la modification. Vous voyez clairement qu'il n'y a pas de variation significative de l'ultrafiltration produite. En revanche, on a assisté rapidement à une normalisation de la pression artérielle et on a pu la laisser sous bêta-bloquant en monothérapie et maintenant elle a été greffée. Donc pour nous, le problème est réglé. Donc pour conclure, je crois que clairement, compte tenu des difficultés de la dialyse péritonéale, optimiser l'extraction sodée, c'est un enjeu majeur. On dispose maintenant de nouveaux cycleurs, et puis les anciens vont évoluer, de nouvelles solutions, et donc on peut passer du concept à la pratique en faisant des programmes de dialyse plus complexes pour des patients plus difficiles à traiter. Mais bien sûr, tout ça, ça relève des petites expériences cliniques et donc des investigations sont bien sûr nécessaires pour valider l'application de ces nouveaux concepts. Voilà, je vous remercie de votre attention.